Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut être assez impressionnant et parfois très sérieux. Les convulsions et ce qu'on appelle l'état de mal épileptique. Oui, c'est un sujet important. C'est quelque chose que les urgentistes voient assez souvent, à peu près 3% des admissions, mais attention, ça peut basculer très vite en urgence vitale. Alors pour nous guider, on s'appuie sur des extraits d'un chapitre médical de référence. Il détaille vraiment tout, comment on classe les crises, ce qui peut les provoquer, les risques et bien sûr comment les médecins gèrent ça. Notre objectif aujourd'hui, démystifier un peu tout ça. C'est quoi une crise d'épilepsie? Un état de mal? Pourquoi cet état de mal est une vraie course contre la montre? Quelles sont les causes? Et comment les équipes médicales agissent? Bon, alors, pour commencer, simplement, c'est quoi au juste une crise d'épilepsie? Oui, c'est la base. Essentiel pour comprendre. En gros, une crise d'épilepsie, c'est la manifestation qu'on peut voir, souvent très brève, soudaine. Paroxystique, c'est le terme médical. Exactement, paroxystique. C'est dû à une sorte de, disons, court-circuit électrique dans une partie du cerveau, un groupe de neurones qui se mettent à décharger de l'électricité de façon anormale, excessive et tous en même temps, synchronisés. D'accord. Mais attention, il faut bien distinguer la crise, l'événement isolé, de la maladie épileptique. La maladie, elle, c'est une condition chronique. C'est le fait d'avoir tendance à répéter ces crises spontanément. Ah oui, la répétition. Voilà. Et le diagnostic de la crise elle-même, sur le moment, il est clinique. Ça repose sur ce qu'on voit, ce que les témoins racontent. Et j'imagine qu'il n'y a pas qu'un seul type de crise. Ça doit varier. Ah bah non, loin de là. La classification la plus récente, celle de 2017 de la Ligue internationale contre l'épilepsie, elle fait une distinction majeure. D'accord. Il y a d'abord les crises qu'on appelle focales. Elles démarrent dans une zone bien précise du cerveau. Localisé, quoi. C'est ça. Et pendant cette crise focale, la personne peut rester consciente ou alors avoir une altération de sa conscience. Ça peut se traduire par des mouvements ou pas. Puis, il y a les crises généralisées. Généralisé, donc tout le cerveau d'un coup. Voilà, ça implique d'emblée les deux hémisphères cérébraux et là-dedans, on trouve différents types. Les absences, vous savez, ces moments où la personne semble décrocher. Oui, comme une pause. Exactement. Les myoclonies qui sont des secousses musculaires très brèves. Et puis, la plus connue, la plus spectaculaire souvent, c'est la crise tonico-clonique généralisée, la fameuse CTCG. CTCG, d'accord. Et parfois, on a des crises dont on ne sait pas bien dire si elles ont commencé de manière focale ou généralisée. Le point de départ reste inconnu. Justement, revenons sur cette crise tonico-clonique généralisée, la CTCG. C'est souvent l'image qu'on en a. Vous pourriez nous la décrire étape par étape? Décortiquons un peu cette séquence. Bien sûr, la CTCG, c'est assez stéréotypé. Ça se déroule presque toujours de la même façon, en 3 phases bien distinctes. 3 phases, d'accord. Première phase, la phase tonique. Ça commence par une perte de connaissance, mais vraiment brutale. Parfois, la personne pousse un cri juste avant, puis c'est la chute. La chute, oui. Ensuite, le corps se raidit complètement. C'est une contraction musculaire très intense, soutenue, d'abord un peu en flexion, puis tout en extension. Et là, le système nerveux autonome s'affole, la tension artérielle grimpe, le cœur bat très vite, il y a une hypersalivation, les pupilles se dilatent. Waouh, tout s'emballe. Et surtout, point très important, la personne arrête de respirer, c'est l'apnée. Du coup, elle peut devenir bleue, cyanosée. Cette phase tonique, elle dure entre 10 et 20 secondes. Seulement 10-20 secondes, ça paraît long quand on y assiste. Oui, ça peut sembler une éternité. Ensuite, deuxième phase, la phase clonique. Après la raideur, ce sont les secousses qui apparaissent. Des secousses musculaires brèves, synchrones, qui agitent les membres alternant flexion et extension. Les convulsions, en fait. C'est ça, les mouvements convulsifs. C'est souvent à ce moment-là que la personne peut se mordre le côté de la langue. Attention, bien le côté, c'est-à-dire environ 30 secondes. D'accord, 30 secondes de secousse. Et enfin, la troisième phase, la phase résolutive. C'est la phase de récupération post-critique. Les secousses s'arrêtent, la personne est inconsciente, dans le coma. Les muscles sont complètement relâchés. Complètement molle, quoi. Voilà. La respiration reprend, mais elle est bruyante, stertoreuse on dit, comme un ronflement très profond. Il peut y avoir une perte d'urine à ce moment-là, une énurésie. Ce coma dure généralement moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Et puis la personne commence à émerger, mais elle passe par une phase de confusion. Elle est désorientée, ne comprend pas bien où elle est. Ça peut durer jusqu'à 30 minutes cette confusion avant qu'elle revienne progressivement à un état tout à fait normal. C'est fou, hein, cette séquence si réglée. Tonique, puis clonique. Vous insistez là-dessus, cet ordre, c'est un indice crucial pour les médecins. Ah oui, absolument.
L'ordre tonique puis clonique est, immutable. Si quelqu'un décrit une crise clonico-tonique, par exemple, avec les secousses avant la raideur, ça n'existe pas en fait. Ce n'est probablement pas une CTCG. D'accord, ça élimine des possibilités. Exactement. Et un autre signe important, c'est la récupération. Si la personne se réveille très vite comme si de rien n'était, sans aucune confusion, alors le diagnostic de CTCG est peu probable. Après une vraie CTCG, il y a toujours cette phase de confusion. Et 15C8, et on peut voir d'autres choses après coup. Des séquelles immédiates. Oui. La personne ne se souvient absolument pas de la crise, c'est l'amnésie de l'événement. Elle a souvent des courbatures terribles partout, comme après un marathon sans entraînement, et des maux de tête. Les muscles ont travaillé. Ah oui, énormément. La morsure sur le côté de la langue, c'est aussi très évocateur, tout comme la perte d'urine. Et si on fait une prise de sang peu après, on peut voir que les lactates et les CPK des enzymes musculaires sont très élevés. C'est la preuve de cet effort musculaire intense. Bien connaître toute cette sémiologie, cette description des signes, c'est fondamental pour poser le bon diagnostic et éviter de traiter à tort. D'accord, ça c'est pour une crise qui finalement se termine. Mais qu'est-ce qui se passe si ça ne s'arrête pas, ou si les crises s'enchaînent sans que la personne n'ait le temps de récupérer entre deux? Alors là, on change de catégorie. On entre dans ce qu'on appelle l'état de mal épileptique, l'EME. L'EME. Pour la forme tonico-clonique généralisée, donc l'EME-TCG, la définition qu'on utilise en pratique, elle est très claire et elle est basée sur le temps. Soit c'est une seule crise CTCG qui dure plus de 5 minutes. Plus de 5 minutes, c'est la limite critique. Oui, 5 minutes. Ou alors c'est au moins 2 crises qui se suivent, mais sans que la personne reprenne conscience entre les deux. Et reprendre conscience, ça veut dire être capable de réagir à quelque chose de simple, comme si on lui dit « serrez-moi la main » et qu'elle le fait. Si ce n'est pas le cas entre 2 crises, c'est aussi un état de mal. Et là, vous dites urgence médicale absolue. Absolue, vraiment. Pourquoi absolue? Pourquoi cette barre des 5 minutes est si dramatique? Qu'est-ce qui se joue? Parce que le pronostic vital est engagé. La mortalité d'un EMTGS reste élevée, on est entre 10 et 20% encore aujourd'hui. Ah oui, c'est énorme. Et au-delà du risque de décès, il y a le risque de séquelles neurologiques permanentes. Le pronostic fonctionnel est en jeu. Et ce qui est, assez fascinant et effrayant, c'est cette notion de temps. On considère maintenant qu'au-delà de 5 minutes d'activité épileptique continue, de cet orage électrique dans le cerveau, des dommages aux neurones peuvent commencer à s'installer. Des dommages réversibles? Potentiellement irréversibles, oui. Le cerveau est en souffrance, il consomme énormément d'énergie, il surchauffe en quelque sorte. Chaque minute compte pour essayer d'arrêter ça. Je comprends mieux l'urgence. Et il faut faire attention aussi à une chose, ne pas confondre cet état de mal avec le coma normal, qui suit une crise unique, la phase résolutive dont on parlait. La récupération lente. Voilà. Si ce coma dure anormalement longtemps, disons plus de 10, 15, 20 minutes, sans aucun signe d'éveil, là il faut se méfier. Il faut suspecter un état de mal qui continuerait de façon cachée, sans les secousses visibles. On appelle ça un EME infraclinique ou larvé. L'orage électrique continue sans les signes extérieurs. Exactement. Et ça, c'est très grave aussi, parce que le cerveau continue de souffrir. Et pour le détecter, il n'y a qu'un moyen, faire un électroencéphalogramme, un EEG, pour voir l'activité électrique cérébrale. D'accord. Et il y a aussi des états de mal avec les crises focales, vous disiez. Oui, tout à fait. Donc, crise focale, qui normalement est brève, peut aussi se prolonger et devenir un état de mal focal. C'est moins spectaculaire qu'un EMTCG, mais ça peut aussi être sérieux. Bon, est-ce qu'il y a des situations qui peuvent mimer une crise d'épilepsie, mais qui n'en sont pas? J'imagine que pour les médecins, ça ne doit pas toujours être simple de faire la part des choses. Ah bah oui, c'est un vrai défi parfois. Le diagnostic différentiel est crucial. Il y a plusieurs choses qui peuvent ressembler. La plus fréquente, peut-être, ce sont les crises non épileptiques psychogènes. Psychogènes, c'est-à-dire? C'est-à-dire d'origine psychologique, pas liée à une décharge électrique anormale. On appelait ça avant les crises de nerfs ou hystériques, mais ces termes sont dépassés. Elles sont souvent très impressionnantes, avec des mouvements parfois un peu bizarres, désordonnés. Ça peut durer longtemps. Mais ce n'est pas la séquence tonique-clonique. Non, justement, il n'y a pas cette séquence stricte. Parfois, la personne résiste si on essaie de lui ouvrir les yeux, ce qu'on ne voit pas dans une vraie crise avec perte de connaissance. Et surtout, la récupération est souvent très rapide, sans la phase de confusion typique. Et les prises de sang, lactates, CPK restent normales. D'accord, ça aide à distinguer.
Oui, il y a aussi les syncopes convulsivantes. Là, c'est une syncope, une perte de connaissance brève, par exemple un malaise vagal ou un petit trouble du rythme cardiaque. Un évanouissement, quoi. Voilà. Et au moment où la personne reprend connaissance, elle peut avoir quelques secousses musculaires, quelques clonies. Mais ce n'est pas une vraie crise épileptique organisée, avec la phase tonique, la confusion après. Je vois. Il faut aussi penser à une hypoglycémie très sévère. Un manque de sucre important peut donner des symptômes neurologiques bizarres, parfois des mouvements anormaux, ou encore d'autres types de secousses, des myoclonies, qui peuvent être dues à des problèmes métaboliques ou survenir après un manque d'oxygène au cerveau. C'est complexe. Et pour compliquer le tout, il faut savoir qu'une même personne peut avoir les deux. De vraies crises d'épilepsie et des crises non épileptiques, psychogènes. On estime que ça concerne jusqu'à 30% des patients qui sont suivis pour une épilepsie résistante au traitement. Bah oui, ça complique encore le diagnostic. Alors, si on revient à l'état de mal épileptique avéré, quels sont les dangers concrets, immédiats, et les risques à plus long terme? Qu'est-ce que cet orage électrique fait subir au corps? Les complications, elles peuvent toucher quasiment tous les systèmes de l'organisme. C'est vraiment une agression globale. D'accord. Au niveau respiratoire d'abord. C'est un risque majeur et immédiat. La personne peut s'étouffer, soit avec les sécrétions, salive, soit parce que les muscles de sa gorge sont relâchés après les secousses. Elle peut aussi avaler de travers, inhaler le contenu de l'estomac. Et puis il y a l'apnée pendant la phase tonique qui prive le cerveau d'oxygène. Oui, le manque d'oxygène, c'est jamais bon. Jamais. Ensuite, au niveau cardiovasculaire. Au tout début de la crise, c'est la tempête adrénergique. Le cœur s'accélère très fort, la tension monte en flèche. Le corps réagit au stress. Voilà. Mais si l'état de mal se prolonge, le système peut s'épuiser, on peut avoir l'inverse, une chute de tension, des troubles du rythme cardiaque dangereux, et même parfois le muscle cardiaque peut s'affaiblir temporairement, une sorte de sidération cardiaque, on appelle ça cardiomyopathie de stress. Incroyable. Et au niveau du cerveau lui-même, c'est là le cœur du problème, j'imagine. Exactement, c'est là que les dégâts les plus redoutés peuvent survenir. L'hyperactivité électrique elle-même, prolongée, est toxique pour les neurones. Elle les épuise et peut les endommager directement. Le coma peut se prolonger bien au-delà de la crise. Et laisser des séquelles. Oui, c'est le grand risque. Des séquelles cognitives, problèmes de mémoire, de concentration, d'attention. Et chez quelqu'un qui était déjà épileptique avant, un état de mal peut rendre son épilepsie plus sévère, plus difficile à contrôler par la suite. C'est un cercle vicieux en quelque sorte? Un peu, oui. Et ces dommages directs sur les neurones sont aggravés par tous les problèmes généraux qu'on a mentionnés. Le manque d'oxygène, hypoxie, la baisse de tension, hypotension, le manque de sucre, hypoglycémie, l'acidité du sang, acidose, la fièvre qui accompagne souvent. Tout ça agresse aussi le cerveau. C'est pour ça que si le coma persiste, l'EOG est vraiment capital. Il permet de voir si c'est l'état de mal qui continue de manière cachée, si ce sont les effets des médicaments sédatifs qu'on a donnés, ou s'il y a déjà des lésions cérébrales visibles liées à la cause de l'état de mal. D'accord. Et il y a d'autres complications possibles? Oui, les muscles qui ont été contractés de façon extrême pendant la crise peuvent subir des dommages importants. C'est la rhabdomyolyse. Les fibres musculaires se détruisent et libèrent dans le sang des substances, notamment une protéine appelée myoglobine, qui peut être très toxique pour les reins et entraîner une insuffisance rénale aiguë. Ah oui, quand même. Le sang devient aussi très acide à cause de l'accumulation de lactate. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier tous les traumatismes physiques possibles. La chute peut provoquer des blessures à la tête, des fractures. Les secousses violentes peuvent entraîner des luxations. Classiquement, l'épaule peut se luxer. Un tableau assez sombre. Qu'est-ce qui peut déclencher un état de mal aussi grave? Est-ce que les raisons sont différentes si la personne est déjà suivie pour épilepsie ou si c'est la première fois? Oui, c'est une distinction très importante à faire pour orienter la recherche de la cause. Grosso modo, on peut dire qu'environ la moitié des états de mal surviennent chez des patients qui sont déjà connus comme épileptiques. L'autre moitié, c'est un état de mal dit inaugural. C'est la première manifestation où ça révèle un autre problème aigu. D'accord. Alors, chez une personne déjà épileptique? Chez un patient épileptique connu, la toute première chose à vérifier, c'est son traitement. Est-ce qu'il l'a bien pris? Est-ce qu'il a oublié une dose? Est-ce qu'il l'a arrêté? L'observance du traitement. Exactement. C'est la cause la plus fréquente, de loin. Comme l'exemple de la patiente qui oublie sa lamotrigine dans la source qu'on a. Ensuite, il faut chercher un déséquilibre dans l'organisme, un facteur déclenchant aigu. Ça peut être un trouble métabolique. Le sucre? Le sel? Oui, une hypoglycémie, un manque de sucre,
ou une hyponatrémie, un manque de sodium, c'est très fréquent, et ça peut vraiment déclencher des crises. Une infection, même banale, comme une grippe, une infection urinaire, ça peut déstabiliser une épilepsie. Un sevrage brutal d'alcool ou de certains médicaments, comme les benzodiazépines qu'on prend parfois pour dormir ou pour l'anxiété. Une intoxication, que ce soit l'alcool ou des drogues. D'accord. Ou même la prise d'un nouveau médicament pour autre chose, mais qui a comme effet secondaire d'abaisser le seuil épileptogène, c'est-à-dire de faciliter les crises. Il y en a pas mal, certains antidouleurs comme le tramadol, certains antibiotiques, des neuroleptiques. Il faut être vigilant avec les nouveaux traitements. Oui, et puis il y a les facteurs plus classiques, le manque de sommeil, un gros stress, la fièvre elle-même. Tout ça peut favoriser une crise chez quelqu'un de prédisposé. D'accord. Et quand c'est la première fois, quand l'état de mal arrive chez quelqu'un qui n'était pas connu, épileptique? Là, la démarche est différente. Il faut suspecter une agression directe et récente du cerveau, une lésion cérébrale aiguë. Surtout si la crise a commencé de façon localisée, focale, ça oriente encore plus vers une lésion. Et quelles sont ces agressions possibles? Les causes les plus fréquentes dans ce cas, ce sont un accident vasculaire cérébral, un AVC, qu'il soit ischémique, une artère bouchée, ou hémorragique, une rupture de vaisseau. Un traumatisme crânien récent, même s'il n'a pas paru très grave au début. Une infection du système nerveux central, une méningite, infection des enveloppes du cerveau, ou une encéphalite, infection du cerveau lui-même. L'encéphalite herpétique, vous en parliez? Oui. L'encéphalite herpétique, c'est l'urgence dans l'urgence. Il faut y penser et la traiter très vite car elle peut être dévastatrice. Autre cause possible, une tumeur cérébrale, qu'elle soit nouvelle ou une récidive. D'accord. AVC, trauma, infection, tumeur. Ce sont les causes structurales aiguës les plus fréquentes. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Des problèmes métaboliques très sévères, pas juste une petite hyponatrémie, des intoxications graves, médicaments, produits toxiques, des maladies auto-immunes où le corps attaque le cerveau, comme les encéphalites limbiques. Chez la femme enceinte, une complication grave appelée éclampsie peut se manifester par des convulsions et un état de mal. Ou encore un manque sévère d'oxygène au cerveau, une anoxie, par exemple après un arrêt cardiaque. Ça fait beaucoup de causes possibles? Oui. Et malheureusement, parfois, même après avoir tout cherché, dans 5 à 15% des cas, on ne trouve pas de cause évidente à cet état de mal inaugural. D'accord. Alors face à un patient qui arrive comme ça aux urgences en état de mal, comment les médecins font-ils pour chercher toutes ces causes tout en gérant l'urgence vitale? C'est un peu jonglé, non? C'est exactement ça. C'est une double mission menée tambour battant, en parallèle. 1. Arrêter les crises le plus vite possible. 2. Comprendre pourquoi elles surviennent pour traiter la cause si possible. Les examens sont lancés en urgence en même temps qu'on commence le traitement. Et quels sont ces examens clés? La toute première chose, avant même la prise de sang parfois, c'est de vérifier le sucre au bout du doigt, la glycémie capillaire. C'est immédiat, facile et une hypoglycémie, c'est une cause fréquente et facile à corriger. Le dextro, comme on dit. Voilà, le dextro. Ensuite, une prise de sang complète est indispensable. On regarde les gaz du sang, oxygène, CO2, acidité et les lactates. L'ionogramme sanguin, c'est-à-dire les sels minéraux, sodium, potassium, calcium, magnésium, c'est critique. La fonction des reins, du foie, les CPK, les marqueurs musculaires, la numération formule sanguine, globules rouges, blancs, plaquettes, la coagulation. Un bilan très large. Oui. Si le patient prend déjà un traitement antiépileptique, on demande le dosage de ce médicament dans le sang pour voir s'il est à un taux efficace. On fait aussi une recherche de toxiques dans le sang et les urines, alcool, drogue, certains médicaments. Et chez une femme en âge de procréer, un test de grossesse est systématique. Logique. Et l'imagerie du cerveau. Scanner, IRM? L'imagerie cérébrale est quasi systématique. Idéalement, ce serait une IRM qui est plus précise, mais en urgence, c'est souvent le scanner cérébral qui est fait en premier car il est plus rapide et plus accessible. On le fait avec et sans injection de produits de contraste. Et quand est-ce qu'elle est vraiment indispensable? Elle est indispensable si c'est le premier état de mal, s'il y a eu un traumatisme crânien, si l'examen neurologique du patient montre des signes anormaux d'un seul côté du corps, un déficit focal, si le patient ne se réveille pas comme prévu après l'arrêt des crises ou avant de faire une ponction lombaire si on craint une hypertension intracrânienne. Même chez un épileptique connu, si on a le moindre doute sur une nouvelle cause, s'il y a quelque chose d'inhabituel, on fait l'imagerie. D'accord. Et le EEG, l'électroencéphalogramme, vous en avez parlé pour l'état de mal caché. On le fait systématiquement? Pas forcément pendant la crise tonico-clonique évidente. Quand on voit les secousses, le diagnostic de METCG est clinique. On n'a pas besoin de l'EEG pour le confirmer et commencer le traitement.
Par contre, l'EEG devient très utile, voire indispensable, dans plusieurs situations. Si l'état de mal résiste au premier traitement, on parle d'état de mal réfractaire, l'EEG peut aider à guider la suite de la thérapie. Si le coma persiste après l'arrêt des mouvements visibles pour chercher justement cet état de mal infraclinique, ou s'il y a un doute sur la nature des crises, est-ce vraiment épileptique ou est-ce que ça pourrait être psychogène, l'EEG peut aider à trancher. Je vois. Et la ponction lombaire, la PL? La ponction lombaire, c'est le prélèvement du liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière. C'est un examen essentiel si on suspecte une infection, une méningite ou une encéphalite. C'est la seule façon d'analyser ce liquide. On la fait généralement après l'imagerie cérébrale pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication comme une trop grosse pression dans la tête. Et si on suspecte très fortement une méningite bactérienne ou une encéphalite herpétique, on commence les antibiotiques ou les antiviraux avant même d'avoir le résultat de l'APL, pour ne pas perdre de dents. On traite d'abord, on confirme après. Exactement, dans ces cas-là. L'APL est aussi indiquée si on n'a trouvé aucune cause après tous les autres examens initiaux. Ça peut parfois révéler une inflammation ou une autre anomalie. D'accord. Et donc, le traitement lui-même, comment ça se déroule concrètement aux urgences face à un METC? Vous parliez de protocole, de course contre la montre. Oui, c'est très codifié, très étape par étape. Parce que, comme on l'a dit, chaque minute compte. Alors, les grandes lignes du protocole sont les suivantes. La sécurité et les mesures initiales. Il faut protéger le patient. Pendant la crise, éviter qu'il se blesse. Écarter les meubles, mettre quelque chose sous la tête si possible. Dès que les secousses cessent ou entre deux crises, il faut s'assurer que les voies aériennes sont bien dégagées. Le mieux, c'est de mettre la personne sur le côté, en position latérale de sécurité. PLS. La PLS, oui. On met de l'oxygène systématiquement, même si la saturation semble bonne au début. On branche tout le monitoring. Tension, fréquence cardiaque, saturation en oxygène. On pose au moins une, mais idéalement 2 bonnes voies veineuses, 2 perfusions solides. Et on fait la glycémie capillaire, le dextro, tout de suite. Et si le sucre est bas? Si c'est une hypoglycémie, on administre du glucose en intraveineuse immédiatement. Petite précaution importante, chez les personnes à risque de manquer de vitamine B1, les personnes alcooliques chroniques, dénutries, parfois les femmes enceintes, il faut donner de la vitamine B1 avant ou en même temps que le glucose. Sinon, on risque de déclencher une complication neurologique grave, l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke. Bon à savoir. Donc, sécurité, oxygène, perfusion, sucre. Et ensuite, on attaque les crises. Exactement. Deuxième étape, le traitement antiépileptique de première ligne. Ce sont les benzodiazépines, parce qu'elles agissent très vite. Si la crise dure depuis plus de 5 minutes ou si une deuxième crise survient sans que le patient ait repris connaissance, c'est la définition de l'état de mal. Il faut administrer immédiatement une benzodiazépine. Le plus souvent, c'est du clonazepam, Rivotril en intraveineuse lente. Ou, si on n'a pas encore réussi à poser la perfusion, on peut faire du midazolam hyponovel en injection intramusculaire, dans la cuisse par exemple. Ça agit presque aussi vite. Ok, benzodiazépine en urgence. Et si ça ne suffit pas? Troisième étape, répétition et passage à la deuxième ligne. Si 5 minutes après cette première dose de benzodiazépine, la crise continue, on peut répéter une dose de clonazepam IV. Si, encore 5 minutes plus tard, ça n'a toujours pas cédé, on considère que les benzodiazépines seules ne suffiront pas. Il faut passer à la deuxième ligne de traitement. Ce sont des antiépileptiques d'action plus prolongée qui vont prendre le relais. Et quels sont ces médicaments de deuxième ligne? Il y a plusieurs options, le choix dépend un peu du patient, de ses autres maladies, des habitudes de l'équipe. On utilise souvent le valproate de sodium, Dépakine en IV, mais il faut être prudent s'il y a une maladie du foie ou chez la femme enceinte. Il y a la phosphénitoïne, prodilantine, qui est une forme de phénitoïne plus facile à administrer en IV, mais attention s'il y a des problèmes cardiaques. Il y a le phénobarbital, Gardénal, IV, très efficace, mais qui a tendance à endormir beaucoup et à déprimer la respiration. Ou alors le lévétiracétam, Keppra, IV, qui est souvent bien toléré. À ce stade, quand on passe à la deuxième ligne, il est fortement recommandé de prendre un avis spécialisé, généralement auprès des réanimateurs. Logique, ça devient plus complexe. Et s'il y a encore échec? À 30 minutes après avoir commencé le traitement de deuxième ligne, les crises persistent, cliniquement ou sur l'EEG si on l'a branché, on parle d'état de mal épileptique réfractaire. C'est la situation la plus critique. Là, il n'y a plus le choix. Il faut transférer le patient en réanimation, l'intuber, le mettre sous ventilation mécanique et induire un coma artificiel profond avec des médicaments anesthésiques en continu, comme le propofol ou le midazolam à forte dose.
On met le cerveau au repos forcé, en quelque sorte. C'est exactement ça. Pour stopper à tout prix l'activité épileptique. Idéalement, ce coma est guidé par un monitoring EEG continu pour s'assurer qu'on a bien éteint l'incendie électrique. Et ce coma est maintenu pendant au moins 24 heures avant d'essayer de réveiller le patient progressivement. Impressionnant. Et après, une fois que les crises sont enfin arrêtées? 5e étape, la consolidation après la crise. Une fois que l'état de mal est contrôlé, que ce soit après la première, deuxième ou troisième ligne, il faut maintenir un traitement antiépileptique de fond pour éviter que ça recommence. Souvent, on continue le médicament de deuxième ligne qui a été efficace. On ajoute aussi parfois une benzodiazépine par voie orale, comme le clobazam, l'urbanil, pendant quelques jours, le temps que les choses se stabilisent, pour prévenir une récidive précoce. Et bien sûr, on n'oublie pas la cause. 6e étape, cruciale et menée en parallèle, traiter la cause sous-jacente. Si on a identifié une cause et qu'elle est traitable, il faut s'en occuper en urgence. Corriger l'hypoglycémie, l'hyponatrémie, donner les antibiotiques pour la méningite, l'antiviral pour l'herpès, etc. La source mentionnait un tableau, le tableau 30.2, qui liste justement ces causes réversibles et leurs traitements spécifiques. Très important. Et enfin, 7e étape, la neuroprotection. Pendant toute la prise en charge, et surtout si le patient est en réanimation, il faut activement lutter contre toutes les agressions secondaires qui pourraient abîmer davantage le cerveau. On appelle ça les ACS, agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Concrètement, ça veut dire maintenir une tension artérielle suffisante, assurer une bonne oxygénation, contrôler la glycémie pour qu'elle ne soit ni trop basse ni trop haute, maintenir une température corporelle normale, éviter la fièvre, et corriger les déséquilibres acido-basiques. C'est comme protéger une maison fragilisée des intempéries. Un véritable plan de bataille. Il y a donc clairement des pièges à éviter dans cette situation d'urgence absolue sous haute tension. Quels sont les écueils principaux? Oui, il y a plusieurs erreurs classiques qu'il faut essayer d'éviter. La première, c'est de mal interpréter les signes, la sémiologie, et donc de se tromper de diagnostic. Confondre par exemple une syncope avec quelques secousses, ou une crise non épileptique psychogène avec un véritable état de mal épileptique. Ça peut conduire à donner des traitements antiépileptiques lourds, inutilement, avec leurs propres risques. Le surtraitement. Voilà. Une autre erreur, c'est l'inverse en quelque sorte. Confondre le coma, ou la confusion qui est normale après une crise tonico-clonique généralisée, avec un état de mal qui persisterait. Si on ne laisse pas le temps à la phase résolutive de se faire, on risque aussi de surtraiter. Il faut bien connaître la durée normale de cette phase. Exactement. 3e piège, conclure trop vite à une épilepsie juste parce que les symptômes se sont améliorés après une injection de benzodiazépine. Ces médicaments calment beaucoup de types d'agitation ou de mouvements anormaux, pas seulement les crises épileptiques. Ça ne prouve pas que c'était épileptique. Non. Et enfin, une erreur parfois commise dans l'urgence, c'est d'intuber le patient, de lui mettre un tube dans la trachée pour le ventiler trop précocement. Dans la première demi-heure, si le patient respire encore spontanément et qu'il n'y a pas de détresse respiratoire majeure, il faut d'abord essayer les lignes de traitement antiépileptiques. L'intubation et la ventilation artificielle ne sont vraiment indiquées d'emblée que s'il y a une défaillance respiratoire ou alors plus tard en cas d'état de mal réfractaire qui nécessite un coma artificiel. Une CTCG impressionnante qui s'arrête toute seule en moins de 5 minutes est souvent spectaculaire mais pas forcément une urgence vitale immédiate. Exactement. Et l'état de mal épileptique, lui défini par cette durée critique de plus de 5 minutes ou par des crises qui s'enchaînent sans récupération, l'est absolument. Une urgence absolue, la prise en charge c'est une vraie course contre la montre, très protocolisée, avec des étapes de traitement bien définies, tout en menant l'enquête en parallèle pour trouver et traiter la cause. Et faire la différence entre un vrai état de mal et ce qui peut lui ressembler est fondamental pour ne pas faire d'erreur. C'est tout à fait ça. Le double objectif est vraiment là. 1. Arrêter l'activité électrique anormale dans le cerveau le plus vite possible pour limiter les dégâts neuronaux. 2. Identifier et corriger le facteur déclenchant ou la cause profonde de cet état de mal. La rapidité et la justesse des actions, à la fois sur les symptômes et sur la cause, sont vraiment déterminantes pour la survie du patient et sa récupération fonctionnelle future. Et pour finir, peut-être une question pour ouvrir un peu la réflexion. On a bien vu la gravité potentielle de l'état de mal, surtout ces formes dites réfractaires qui résistent au traitement actuel et qui peuvent laisser des séquelles vraiment lourdes. Quelles pourraient être les pistes de recherche les plus prometteuses pour améliorer encore la prise en charge? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, mieux comprendre pourquoi une crise s'auto-entretient et devient un état de mal pour mieux cibler ce mécanisme, ou développer des stratégies de neuroprotection plus efficaces pour préserver le cerveau pendant cet orage électrique dévastateur?
Ce sont d'excellentes questions, et oui, ce sont des axes de recherche très actifs. Mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui font qu'une crise ne s'arrête pas spontanément, c'est crucial pour développer de nouveaux médicaments plus ciblés. Et trouver des moyens de protéger les neurones de la toxicité de cette hyperactivité prolongée, indépendamment de l'arrêt des crises elles-mêmes, ce serait une avancée majeure. Il y a beaucoup de travail en cours là-dessus. Voilà qui donne matière à réflexion pour nos auditeurs les plus curieux. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et éclairés sur ce sujet complexe et important. Merci à vous.